retrouve de Miami cette semaine où je suis pour préparer le grand marché francophone qui aura lieu dimanche prochain à Key Biscayne, dans une jolie presqu'île. Et puis de l'autre côté, on va dans le Var et dans le Vaucluse, on va dans le sud de la France avec Didier Curiel et Mickaël Delaporte. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de vos deux derniers livres, enfin, un premier roman pour chacun, même si Didier a déjà écrit. Donc, avant moi, j'étais un autre, de Mickaël, et puis Dichotomia, de Didier Curiel. Et je vais commencer par parler des quatrièmes de couve, parce qu'on ne le fait pas souvent, et pourtant c'est intéressant, c'est important, et ça met dans l'ambiance déjà la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Et je vais commencer donc par le livre de Mickaël Delaporte. Avant moi, j'étais un autre. Il avait attrapé le temps qui passe, la maladie des insatisfaits de la vie. Persuadé de pouvoir acheter le remède à cette maladie, il découvrira bientôt le pouvoir des choses immatérielles, la beauté enfouie en lui, la force du partage. Il était comme nous tous, persuadé d'avoir raison, avant que tout ne bascule lors d'un accident. Ses rencontres, ses expériences et un regard nouveau sur sa vie vont l'entraîner dans un parcours initiatique qui feront de lui un être imparfait, mais qui s'en fout. Lui, ça pourrait être toi, moi, elle. Il va vivre ce que nous vivons tous à différents moments, découvrir intensément qu'il n'est qu'un singulier dans un pluriel, qu'il détient les clés de son bonheur, mais que tout ça a un prix. Les autres, proches ou de passage, seront les témoins de son évolution, les passeurs d'expérience, les accompagnants de cette mue insuffisante mais nécessaire. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires bien racontées. Mickaël Delaporte, bonjour, vous vivez dans le Var et vous êtes professeur d'EPS. À mon époque, on disait prof de gym. Vous êtes diplômé de l'Université de Toulon et de l'Université de Nice et êtes chevalier des Palmes académiques. Vos premiers voyages à l'étranger, vous les faites à 18 ans et du coup, vous les enchaînez de façon un peu boulimique. Vous en ramenez un appétit des autres, de l'anglais, de l'espagnol, du goût de la fête et de l'amitié. C'est John Irving qui vous a donné le goût de la lecture à 15 ans, puis celui de l'écriture. Et ceci est votre premier roman, mais est-ce vraiment un roman ? Techniquement, on parle de roman à partir d'un certain nombre de mots, en l'occurrence 40 000. Quand je me suis lancé dans l'écriture, c'était sans prétention sur la forme. Je me suis rendu compte a posteriori de ce que c'était en termes de genre littéraire en repréparant le bac avec ma fille, parce que ma fille passe le bac en ce moment. Elle a besoin d'un petit coup de main. Et donc, il s'agit d'une autobiographie romancée. Il y a un personnage entre l'écrivain et le lecteur. Le chemin du personnage étant nourri par la vie, le récit, les expériences de l'écrivain. Roman, récit, je laisse finalement les yeux du lecteur accoler le terme qui convient à cet écrit. En tout cas, c'est une jolie petite histoire. Déjà, moi, ça m'a fait du bien de l'écrire, puisque dans l'écriture, il y a quelque chose de cathartique et on s'investit à travers les mots et on ose le proposer au monde, finalement. Et là où je suis surpris, c'est le bien-être que ça procure de plus en plus de lecteurs. Voilà. Donc, au-delà de la forme, j'ai envie plutôt moi d'être satisfait du fond et de ces jolies petites idées que j'ai réussi manifestement à transmettre avec mon écrit teinté d'oralité, finalement. On va en parler de tout ça, justement. Ouais, le second livre, donc, c'est le premier roman de Didier Curiel. On parlera de ce qu'il a écrit avant, justement, un petit peu plus tard dans l'émission. Dichotomia, dans une maison d'édition que j'adore, qui est la maison d'édition La Trace. Et là encore, je commence par un peu de lecture. Est-ce que je suis à l'aise dans le costume que je m'y suis taillé? Ce double jeu, je l'ai mis en place. Je m'y suis enfoncée de façon imperceptible, avec lenteur, sans même m'en rendre compte. Une rencontre en entraînant une autre, un mensonge suivant l'autre, je suis l'acteur d'une vie qui pourrait ou devrait ne pas être la mienne. Pour me créer et conserver mon statut d'homme incontournable, j'ai appris, au fil des années, à utiliser les atouts des uns et les faiblesses des autres à mon profit. On croit que la vie est simple, qu'elle est unique, mais si nous savions lire au fond des yeux de nos semblables, nous verrions qu'elle est multiple et qu'elle renferme des secrets inavouables. Alors la vraie vie de chacun se dévoilerait au grand jour. Je parle ainsi aujourd'hui avec le recul de l'aventure que je viens de vivre, mais à ce moment-là, rien de tout cela ne m'effleurait l'esprit. Didier Curiel, bonjour, vous habitez dans le Vaucluse et vos racines s'ancrent dans ce beau Luberon que nous aimons tous. Vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage puisque vous avez écrit en 2017 « L'Europe est à nous » et en 2020, le revenu universel. En fait, on sait très peu de choses de vous, à part que vous êtes auteur. J'ai eu beau fouiller sur les réseaux sociaux, je n'ai rien trouvé et donc je ne vous demande rien. Mais ma première question, c'est est-ce que c'est l'écriture qui vous réveille le matin, Didier, puisque vous êtes auteur officiellement? C'est l'écriture
qui m'endort le soir. J'ai une activité autre, bien sûr, mais c'est effectivement l'écriture qui m'endort le soir, entre ce que je projette d'écrire et ce que j'ai déjà écrit. Oui, je suis quand même très axé là-dessus. C'est quelque chose qui est en moi depuis très très longtemps, mais je l'ai découvert très tard en fait. C'est en regardant derrière moi que j'ai vu que j'avais ça depuis très très longtemps. Vous parlez d'idée de l'écriture romanesque ou de l'écriture tout court? De la réflexion écrite. D'accord. Si c'est clair, je dirais la réflexion écrite, puisqu'effectivement j'ai écrit des essais aussi, j'écris des essais aussi sur des thèmes qui me sont particulièrement chers, mais oui, la réflexion écrite. Donc je réfléchis beaucoup depuis très longtemps, je pense depuis que je suis petit. Et j'ai compris que je mettais ça par écrit il y a très tard, vers 30 ans en fait. D'abord en relisant ce que je faisais quand j'étais à l'école, puisque comme certainement tout le monde dans la vie, j'ai eu un jour l'ordre de ma maman de ranger ma chambre d'enfant parce que j'y suis plus et qu'elle a besoin de la place. Et donc, dans les tiroirs, j'ai retrouvé des rédactions qui étaient finalement pas trop mal notées et qui étaient assez intéressantes et ça a eu un effet sur moi. Et puis après, c'est une rencontre en particulier qui m'a décidé à prendre mon stylo, ma plume ou mon ordinateur, appelons ça comme on veut. Alors, c'est votre premier roman. Est-ce qu'il est né de la réflexion que ce monde n'est pas du tout idéal, puisqu'on parlera un petit peu de ce que vous avez écrit avant, mais est-ce que ce personnage, c'était aussi une façon de dire qu'on court après des choses qui ne sont peut-être pas essentielles, un peu comme Michael le dit? Oui, je pense qu'effectivement, on court après des choses qui ne sont absolument pas essentielles et que l'on ne fait absolument pas attention aux choses qui sont essentielles. Oui, ça c'est évident à mes yeux. C'est pour ça que je parle de carrefours de vie qui sont très importants et qui pourtant on banalise pour se focaliser sur des choses qui sont tout simplement matérielles et qui finalement, sauf dans des cas extrêmes, n'ont pas grand intérêt. Alors, tous les deux, vous êtes dans Être ou devenir un autre, un peu. Alors, Michael, vous, votre personnage devient un autre après un accident. Alors, vos quatrièmes de couve à tous les deux en disent long, mais n'en disent pas long. Alors, je vais vous laisser chacun une minute pour résumer votre récit. Michael, donc une minute pour parler de ce roman. Donc en fait, ce roman parle d'un personnage assez clivant, né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui en nourrit une certaine forme d'arrogance. Et c'est paradoxalement où il va avoir un accident. L'accident est le déclencheur de sa mise en mouvement. C'est paradoxalement à ce moment où il va se retrouver complètement à l'arrêt, qu'il va enfin se mettre en mouvement pour trouver une plus juste distance au monde, aux choses et à lui-même, et finalement à s'autoriser à nouveau à porter un regard différent sur ce qu'il est, les valeurs qu'il incarne, l'image qu'il renvoie, et va démarrer un processus de transformation à coup de petites actions du quotidien qui, mises les unes bout à bout des autres, va créer une dynamique qui va amener les autres à changer de regard sur cette personne, et voilà, qui va l'amener à la fin du récit à faire le bilan de cette année de transition suite à cet accident. Et finalement, c'est probablement cette transition d'un état à l'autre qui fait écho, en tout cas quand j'en parle avec les lecteurs. Il y a à la fois ce déclencheur malheureusement, on a tous à un moment donné dans notre vie, et la manière dont on utilise ce nouveau matériau qui nous est donné, qui nous est imposé, pour en faire finalement quelque chose de positif une fois qu'on a digéré ces événements malheureux. Alors, vous avez parlé plus d'une fois de votre rapport avec les lecteurs, mais il y a aussi dans votre livre cette façon de l'interpeller un peu, ce lecteur, en lui disant « Et toi, maintenant, c'est à toi de te prendre en main ». Donc, il y a cette volonté de parler au lecteur et de l'amener sur le bon chemin, la bonne voie. Ouais, en fait, volonté, pas tellement, parce que ce livre, finalement, s'est un peu imposé à moi. Je l'ai écrit en 6 semaines, sans avoir de réflexion sur le moment, ni sur sa forme, ni sur son fond. Et c'est qu'une fois que j'ai mis en place un comité de lecture après, et quand j'ai eu les premiers retours des gens, que les gens ont mis le doigt sur cette oralité dans mon style écrit. Et c'est vrai que le fait d'interpeller le lecteur
en le tutoyant qui plus est, est une forme qui surprend au départ, mais qui finalement induit une forme de proximité qui fait qu'on se sent bien et qu'on a l'impression d'échanger avec quelqu'un qu'on connaît. Voilà. On va en parler justement du ton parce que c'est quelque chose on met le doigt dessus au niveau livre, effectivement, à côté de Didier qui est dans un joli français classique, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir deux façons d'interpeller le lecteur. Didier, vous, votre personnage se retrouve dans une vie qui n'est pas la sienne, comme dans une dimension, une autre dimension qui lui échappe. Quelle est la réalité? À quel moment tout a basculé? Et surtout, pourquoi? C'est un peu les questions qui se posent au lecteur. Alors, pareil, même exercice qu'avec Mickaël, 1 minute pour me résumer ce roman, parce qu'il n'est pas du tout résumé dans la 4e de couve. Oui, c'est effectivement le héros, puisque c'est un héros finalement, le héros de ce roman se retrouve dans une vie qui n'est pas celle qu'il a vécue jusque-là. Je ne dirais pas jusqu'à dire que ce n'est pas la sienne. C'est peut-être une des siennes qu'il aurait pu vivre si les choses s'étaient passées de façon différente. La question de fond, c'est de se dire, est-ce qu'à chaque fois que nous prenons une décision majeure, décider, c'est renoncer. Hein. Si on prend un chemin, on renonce à tous les autres chemins. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que les autres chemins cheminent ou est-ce qu'ils sont dans le néant? Et je pars du constat de base que les autres chemins cheminent. Donc, le héros se retrouve dans une vie, dans une autre de ses vies, qu'il aurait vécu ou qu'il vit de façon inconsciente. Ben là, on reste, voilà, je ne veux pas trop donner de clés. Moi, je trouve que c'est un formidable roman d'aventure, où on est scotché de page en page, parce que derrière tout ce que vous portez comme idée importante, il y a aussi le roman, la narration. Et alors, juste pour en dévoiler un tout petit peu, donc on a une star, la star de télévision, celle qui est placardée sur tous les abribus, qui va recevoir son prix. Et puis voilà, la vie est facile, la femme est magnifique, la maison est sublime, il y en a d'autres un peu partout dans le monde. Et puis le lendemain matin, il se réveille, il est clochard et il a l'impression que c'était un gag, mais c'est pas un gag puisque tout le monde autour de lui dit que mais non, c'est ça sa vie. Alors j'en dirai pas plus, mais voilà, on va comprendre à quel moment les choses ont tourné ou pas tourné, si c'est ça sa vie ou si c'est l'autre. Voilà, je trouve qu'il y a un cheminement de narration. Voilà, on rentre dans le livre, on n'en sort plus. Hein. Merci beaucoup. Oui, et comme dans ce que j'ai compris qu'avait écrit Mick là dans son roman, en fait, au départ, on est obligé d'avoir un personnage qui a une vie plutôt, si on veut créer du changement chez une personne, plutôt quelqu'un qui est dans le confort. Hein, je crois qu'au début, le héros de Mick est né dans une famille riche où effectivement tout va bien. Moi, j'ai pris une star de cinéma, j'aurais pu prendre une star. Voilà. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un pour qui la vie est facile et qui se dit finalement, je ne comprends pas pourquoi c'est difficile pour les autres, parce qu'en fait, c'est facile, quoi. Et qui se retrouve par accident ou par transfert d'un endroit à l'autre dans une situation qu'il ne maîtrise absolument pas, qui est une situation de se retrouver démuni, de se retrouver inconnu avec les gens qui refusent de vous tendre la main parce qu'en fait, vous devenez, à leurs yeux, plus personne. Et à partir de là, comment on redevient quelqu'un, mais quelqu'un de sincère et quelqu'un de vrai. En fait, la question, c'est ce costume, hein, c'est les mots qui sont utilisés, mais c'est ce statut, finalement, cette posture sociale qu'on apprend à habiter peu à peu et qui, finalement, fait disparaître la personne qui a derrière cette fonction. Voilà, récemment, j'ai été en transition professionnelle, j'ai mis fin à des fonctions professionnelles et c'est très étonnant le regard des gens, alors que voilà, j'ai toujours, je pense, été la même personne, mais j'avais des fonctions, je ne les ai plus. Et je suis parfois étonné du regard des gens alors que je n'ai plus cette fonction. Voilà, donc ça fait aussi écho avec l'histoire qu'a écrit Didier, quoi.
Alors moi qui suis dans l'événementiel aussi grand public et très visible, alors là, je peux vous dire que les gens qui viennent et qui viennent en fonction de ce qu'on organise, c'est assez hallucinant. Mais c'est drôle. Au début, on est un peu tourmenté, et puis après, on comprend ce qui se passe, et puis on n'en fait pas cas, on vit pour nous et pour notre propre bonheur. Moi, j'aimerais comprendre un peu de vos expériences éditoriales, parce qu'elles sont différentes. Donc, vous, Didier, vous êtes dans une très belle maison, qui est une petite maison, mais enfin voilà, je trouve que ils le savent, tous les auteurs et tous les livres sont formidables. C'est un voyage à chaque fois que j'ouvre un livre des éditions La Trace. C'était un choix pour vous d'aller en maison d'édition, Didier? Comment s'est fait tout ça? D'aller sur cette maison d'édition ou d'aller en maison d'édition? Les deux, dans une maison d'édition. En maison d'édition, oui, pour moi, c'est indispensable. J'ai beaucoup écrit et j'ai beaucoup de manuscrits dans mes tiroirs parce qu'ils n'ont pas trouvé preneur pour diverses raisons que je ne connaîtrai jamais d'ailleurs, puisque la réponse est toujours la même de la part des éditeurs. Ce que vous écrivez est magnifique, mais ça ne correspond pas à ce que nous avons décidé d'éditer. Bon, voilà. Donc là, sur ce manuscrit-là, comme pour les autres, j'ai dit je l'envoie, je sélectionne quelques maisons d'édition, j'envoie plus de manuscrits papier. Il y a encore beaucoup de maisons d'édition qui demandent des manuscrits papier, etc. Bon, ça suffit, les arbres, l'encre, le machin, voilà. Donc, j'envoie et quand j'ai la chance d'avoir des retours, alors là, j'ai dû choisir. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû choisir. J'ai évidemment, comme vous le dites, choisi les éditions La Trace après avoir un petit peu fait 2-3 investigations et ça a été assez rapide. Oui, parce que alors, de l'extérieur, on a l'impression que vous êtes une grande famille, les éditions La Trace, et c'est plutôt rare dans les maisons d'édition. Je trouve qu'il y a un rapport aux auteurs et entre auteurs qui est assez unique. À chaque fois que je diffuse une communication sur un des auteurs, les autres auteurs partagent, like, et ça, c'est déjà un réseau en lui-même, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Je crois qu'ils essaient de créer des liens, de créer une famille. Je crois qu'ils choisissent leur ligne éditoriale sans trop se donner de limites, mais pour avoir quand même quelque chose qui soit relativement homogène. Voilà, moi je suis super content. Quoi qu'il arrive, je suis vraiment très content qu'il m'ait choisi. Alors, Mickaël, moi j'adore votre expérience, elle est extrêmement intéressante parce qu'on est là en auto-édition. Mais alors, vous avez décidé de donner un grand coup pour démarrer, ce que vous avez appelé un peu l'expérience pissenlit. Alors, je vais vous laisser nous raconter comment l'histoire a démarré et comment elle est en train de prendre une tonalité extraordinaire. Là aussi, sur la relation humaine, c'est vraiment gagné, quoi. Donc, j'aimerais que vous nous racontiez un peu cette aventure. Oui, ben en fait, donc le livre m'est tombé dessus et a été rédigé en 6 semaines. J'ai mis en place un comité de lecture pour intégrer les retours des gens que j'avais décidé de solliciter pour lire ce manuscrit. Et puis après, j'ai pris la décision d'être lu. J'ai étudié les différents systèmes d'édition qui existent en France et aucun ne m'a vraiment parlé. Et donc, j'ai fait un petit moment d'introspection. J'ai fait le constat, tu n'es pas encore écrivain, tu n'es pas commerçant, tu n'es pas éditeur. Comment est-ce que tu pourrais t'y prendre pour que ce livre, qui est le meilleur du monde forcément, trouve ses lecteurs? Et donc, moi, en soirée, c'est toujours moi qui offre la première tournée. Je suis naturellement tourné vers les autres, le don, le partage. Et je me suis dit, vu ce qu'il y a dans ce livre, vu ce que tu as écrit et vu qui tu es, ce livre, tu ne peux que l'offrir au départ pour démarrer ton aventure. Et donc, l'image du pissenlit m'est venue assez naturellement, ce végétal sur lequel on souffle avec les enfants et sur les akènes duquel les enfants soufflent. J'ai appelé ça la démarche du pissenlit. J'ai offert mon livre à 330 lecteurs de tous âges, toutes conditions. Donc, ils ont les 330 premiers exemplaires numérotés et dédicacés. Et après avoir reçu ce cadeau, les gens se sont mis en mouvement, sans contrepartie obligatoire, évidemment. Hein. Mais quand ils l'ont voulu, ils m'ont acheté quelques livres, ils m'ont dit « Est-ce que tu as pensé à telle piste? Est-ce que tu as pensé à ça? Tiens, je vais en parler à telle personne. » Et sauf que de ces 330 premiers lecteurs, nous partîmes 330. Et là, au bout d'un an et demi, on se retrouve à discuter depuis New York et à avoir des interactions dans le monde entier. Je suis invité en résidence d'artiste en Argentine, j'ai été interviewé depuis le Maroc. Et puis voilà, quand je fais des séances de dédicaces, c'est des très belles journées. Écoute, la démarche du pissenlit est très fonctionnelle. Moi, l'auto-édition, alors c'est ma première expérience et bien sûr, je ne suis pas dans la leçon, mais je témoigne de mon expérience. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant.
Vous écoutez. J'y vois le côté positif d'avoir une totale autonomie dans mes choix. Tu vois, à Noël, j'ai lancé un calendrier de l'avant-moi, j'étais un autre. J'ai offert la possibilité au lecteur d'offrir le livre sous forme de calendrier de l'avant, un chapitre par jour. J'ai monté une formule qui s'appelle J'irai signer chez vous. Et donc, un lecteur, le temps d'un week-end, me reçoit dans son environnement avec un petit cahier des charges, parce que quand je traverse la France, là, j'ai été dans le Puy-de-Dôme récemment, ben, j'y vais pas pour prendre l'air, hein, mais la personne doit me trouver 2 dédicaces et me proposer un temps le samedi soir pour mixer nos 2 sensibilités. Donc, j'ai fait Martigues avec Caroline Charouin, experte des relations humaines. J'ai fait le Puy-de-Dôme avec Virginie, qui est conteuse. On a fait un cercle de lecture magnifique. Là, je travaille avec Sandy, qui est psychiatre à La Roche-sur-Yon pour le mois de septembre. Et donc, voilà, je ne m'interdis aucune forme de diffusion. Je suis en dehors voilà, d'un circuit officiel, j'ai envie de dire. Mais cette totale liberté d'expression me permet de découvrir toutes les facettes de la diffusion d'un livre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, puisque j'ai rencontré beaucoup de créatifs, des écrivains, des peintres, des sculpteurs, des photographes, il y a cette difficulté à dissocier l'écriture et la création et la diffusion du produit ainsi créé. Et avec la démarche du pissenlit, ben, j'ai la main sur ce que j'écris, la manière dont je veux le diffuser. Et c'est hyper épanouissant. Alors, est-ce que c'est transposable avec d'autres auteurs? Je ne sais pas, parce qu'il faut un petit peu l'audace au départ, il faut l'investissement de départ, parce que quand tu offres 330 livres, les frais d'affranchissement, voilà, tout ça, c'est des frais. Mais aujourd'hui, je peux te dire que au point de vue humain et au point de vue vente concrète de mon livre, je suis hyper satisfait de cette première année. Ouais. Alors, moi, ce qui m'avait intéressé, parce que moi, je suis toujours contre offrir des livres. Je trouve que écrire un livre, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'investissement. Et donc, je suis contre que les auteurs offrent gratuitement leurs livres. Mais ça, c'était une démarche marketing. Et donc, moi, spécialiste de la com, j'ai beaucoup aimé cette démarche et elle ne rentre pas dans. Voilà, pour moi, c'était une opération marketing de base pour lancer la chose. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Enfin, on pourrait en dire, si on veut s'en savoir un peu plus, on vous suit sur les réseaux sociaux. Mickaël, vous racontez tout ça. Donc, Mickaël, je reprends. Votre personnage, donc, on le disait, prend conscience après un accident qu'on passe souvent à côté de la vie et à côté des autres, comme vous parlez de ces dîners où l'autre est sur son téléphone et pas vraiment avec vous. Et vous racontez aussi qu'on peut être présent en étant absent, on peut être un père présent, absent, plus absent qu'un papa qui n'est plus là finalement. Et pour moi, c'est un peu un coup de gueule ce livre aussi, comme si vous vouliez secouer un peu le lecteur pour qu'il prenne conscience qu'on est à peu près tous quasiment dans l'erreur à plus ou grande échelle, mais qu'on se plante et qu'il est temps de se remettre sur le bon chemin. C'est un peu ça le travail. Ouais, c'est un peu ça le travail. Et puis c'était aussi plus directement en fait un message à certaines personnes de mon entourage qui, c'est vrai, sont dans cette situation où on a l'impression que quand on est avec eux, ils sont pas là, quoi. Ils sont pas là. Et je me suis rendu compte, puisque les gens me parlent souvent du contenu du livre et les gens font souvent référence à ce passage-là et se disent, mais c'est incroyable parce qu'avec des mots tout simples, en fait, ce passage-là, j'aurais pu l'écrire moi. J'ai dit oui, effectivement, parce que j'ai pas révolutionné la littérature et puis mon style écrit est simple et parfois trivial. Mais effectivement, je fais passer les petites idées. Et quelque part, c'est peut-être cette narration du quotidien qui caractérise ma manière d'écrire, effectivement. Ces situations sur lesquelles je pose un regard, j'observe et je transforme ça avec mes mots. Avec vos mots. Didier, on est sur un registre différent. Il y a un peu de surnaturel donc, chez vous, pour appeler justement à l'idée de prendre le bon chemin. Et puis l'idée qu'un choix d'1 minute peut finalement décider de votre vie. Alors, il y a aussi la quête du sens de la vie, parce que c'est celle que va vivre le personnage, hein, il va partir dans sa quête de sens. C'est qui ou c'est quoi qui vous a inspiré ce récit? Vaste question. C'est évidemment, dans un écrit, il y a forcément du vécu. Alors, bien évidemment, je n'ai pas vécu de transfert vers une vie parallèle, bien évidemment, mais effectivement, il y a un vécu qui permet de transposer de cette façon ce que j'ai vécu. C'est-à-dire la transformation que l'on vit tous, hein, conscient ou inconscient, nous la vivons tous. Je l'ai transposé à travers cet écrit. Donc, évidemment, quasiment tout, je dis que ce n'est pas autobiographique, parce que dans le fond, dans la forme, ce n'est pas autobiographique,
Mais effectivement, c'est les changements que j'ai pu tenter d'opérer dans ma vie qui sont retranscrits ici. Cette question est très difficile parce qu'elle m'invite à un petit peu trop me dévoiler. Non, mais ne le faisons pas. Je pense qu'il faut, je pense qu'il faut que le lecteur reste avec lui-même. Vous avez raison, Didier, parce qu'on est avec nous-mêmes. Voilà. On est avec nous-mêmes et quand on referme, on dit bon alors, effectivement, là, ça ne va pas. Là, voilà, je pense que c'est vous, comme Mickaël, êtes dans des mondes un peu différents d'écriture, vous nous appelez à réfléchir sur nous. Et donc, je pense qu'effectivement, en vous lisant, eh bien, on lit en nous. Et donc, on lit en nous en essayant d'avoir une lecture qui peut nous aider effectivement à aller vers un chemin un peu meilleur pour nous et pour les autres. Parce que voilà, nos actions ressurgissent sur les autres. Ouais. Oui, voilà. Je crois que c'est un moyen d'inviter les gens à s'interroger sur les choses essentielles. Et c'est là où on rejoint donc, les autres choses que je peux écrire et proposer, qui sont beaucoup plus théoriques et beaucoup plus techniques, mais qui en fait se rapprochent vraiment de cette essence-là. Vous êtes tous les deux en quête, en tout cas vos personnages sont en quête, que ce soit vous, vos personnages dans le roman. Qu'est-ce que cette écriture de ce premier roman pour tous les deux a eu comme conséquence sur vos vies? Est-ce qu'en l'écrivant, ça a participé à encore améliorer cette recherche du mieux-être, du mieux-vous? Mickaël, est-ce qu'en refermant ce livre, il y avait cette année, et puis le reste a été encore meilleur grâce à cette année mise sur papier? Oui, indéniablement, en fait, il y a un double mouvement. Il y a déjà l'expérience qui m'a enrichi énormément, le fait d'aller vers l'écriture. Alors, j'ai toujours eu une écriture fluide pour passer les concours, une écriture fonctionnelle, donc ça, c'est pas un problème. Transformer cette écriture fonctionnelle en un message qu'on fait passer sous forme d'un livre, c'est quelque chose de merveilleux, donc il m'a beaucoup enrichi. Donc, voilà, c'est déjà quelque chose d'assez nouveau et d'assez intense dans ma vie. Plus concrètement encore, le contenu du livre fait partie des choses que j'incarne au quotidien aujourd'hui. Et ce petit artisanat du bonheur, finalement, c'est quelque chose que je mets en œuvre tous les jours au quotidien. Voilà. Alors, Didier, donc, oui. Non, pardon. Non, j'avais posé la même question à Didier. Est-ce que cette écriture de ce roman a eu des répercussions sur votre vie après l'avoir écrit? Ça a eu, oui, évidemment, ça a des répercussions. Déjà par le regard des autres qui changent, tout simplement parce que j'ai des personnes très très proches qui sont venues me voir en me disant je ne comprends pas que je parle de ma famille, c'est-à-dire des gens que je connais depuis que je suis né, qui me disent je ne comprends pas que tu puisses écrire, pourquoi tu écris ça? Et donc ça veut dire que, ce n'est pas un roman. Ils ont senti dans cet écrit que c'était… Voilà, et puis surtout, ils me disent, on te connaît et je ne comprends pas pourquoi tu écris ça. Et j'ai dit, parce que tu ne me connais pas, en fait. Et le problème, il est là, c'est qu'on a beau être très, très proche, on connaît l'extérieur, on connaît la carapace, on connaît tout un tas de choses, mais le fond, c'est très difficile de le connaître, même quand on est très proche. Alors, quand on est mari et femme, c'est un petit peu plus simple, mais par filiation, par exemple, ma mère, elle me dit, je ne peux pas le lire, je ne peux pas le finir, je ne comprends pas que tu écrives ça. Et c'est voilà, c'est en ça qu'on s'interroge et on se dit finalement, on n'a pas assez de liens, on n'est pas assez connectés, on ne parle pas des choses essentielles. C'est très intéressant parce que voilà, moi qui ne vous connais pas, Didier, j'ai pris ça comme un pur roman en me disant oui, il y a peut-être quelques petits points, mais ça veut dire que vos proches ont vraiment pris ça comme presque un témoignage. C'est intéressant. Oui, puisqu'ils me disent où est-ce que tu es allé chercher ça ou non, c'est pas possible. Alors qu'en fait, quand on écrit un roman policier, par exemple, ou un roman de science-fiction, ça ne viendrait pas à l'idée de dire est-ce que tu as tué un truc ou est-ce que tu as été… Et là, dès qu'on rentre dans quelque chose qui est un petit peu plus profond, c'est peut-être pas le mot, mais
qui est un petit peu plus dans l'essence des personnes, et bien tout de suite, on vient chercher et vient dire, mais non, c'est pas toi. Et je dis, si, c'est moi qui l'ai écrit, hein, et ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Alors Didier, alors donc je disais tout à l'heure, chez vous, l'écriture est vraiment dans le choix des mots, c'est une très jolie écriture, une recherche d'écriture fluide, mais d'une belle écriture fluide. Et alors, est-ce que cette musicalité, j'appellerais des mots, c'est important pour vous? Alors déjà, merci. Je pense. Merci beaucoup. Oui, c'est important. Je pense que c'est essentiel pour qu'on reste dans le, pour que les personnes restent dans le fil. Je pense qu'il faut arriver à ça. Il faut arriver à une sorte de musique, quelque chose qui fasse que les personnes restent. C'est un peu comme la musique de fond dans un film. Si on l'enlève, on n'a plus à regarder le film. Parce qu'il y a plein d'éléments qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à sentir. Et j'essaie de travailler justement là-dessus. C'est certainement là-dessus que je n'étais pas très bon jusqu'à présent, puisque j'ai eu beaucoup de refus, j'ai eu des refus. Sur celui-ci, j'étais un petit peu meilleur, mais il y a encore beaucoup de travail à mon avis. Enfin, c'est quand même quelques retours que j'ai aussi. Il y a quand même, j'ai encore du travail et ça sera, j'espère que vous me direz que le prochain sera encore mieux de ce côté-là, au niveau musical. Mickaël, alors vous choisissez un autre ton. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu, on va revenir dessus. C'est un langage plus parlé, plus oral, comme vous dites. C'est le vôtre. C'est celui qui vous vient certainement quand vous écrivez. Mais est-ce que c'est justement un choix parce que quand vous écrivez, c'est ce langage qui vous est dicté ou c'est justement pour interpeller plus le lecteur? Quelle est votre démarche justement dans le choix d'écriture? En fait, non, il n'y a pas de démarche, hein. Alors là, il s'agit de mon premier livre, c'est comme ça que ça m'est venu. C'est comme ça que ça vous est venu. Complètement, je suis évidemment capable d'avoir un registre de langage et d'écriture beaucoup plus soutenu. C'est le cas quand c'est nécessaire. Simplement, là, ça m'est. Je suis désolée, Mickaël, mais on le sent dans votre écriture, parce que même si elle paraît être une écriture orale, on sent bien que vous maîtrisez la langue. Hein, donc, oui. Merci. Je pense que le lecteur le sent très bien. Simplement, là, ça m'est venu comme ça. Et voilà, je suis encore en train d'écrire en ce moment. Et manifestement, c'est comme ça que je me sens bien dans ce style d'écriture-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de recherche de se donner un style, mais manifestement, c'est le mien. Donc, alors, c'est aussi truffé de petites phrases et d'expressions qui accrochent bien. Alors, j'en ai pris une au hasard, j'aurais pu en prendre 20. Hein. Vous dites, moi, j'ai toujours préféré le mesclin à la laitue pour parler de votre amour, de la mixité des gens. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont sympas, qu'on a envie de noter, qu'on a envie de ressortir en plus. On se dit, tiens, ça, dans une soirée, c'est sympa à placer. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle avec vous deux du rapport au lecteur. Alors, Didier, vous êtes dans une maison d'édition, donc vous faites, j'imagine, pas mal de salons. L'aventure littéraire avec le lecteur, donc elle est beaucoup plus classique, j'imagine, ou pas? Ou est-ce que, justement, il y a le salon, il y a ces rendez-vous classiques, et puis les réseaux sociaux, ou je ne sais pas, autre chose qui fait que vous avez créé une relation particulière avec les lecteurs? Les salons, c'est compliqué de créer une relation. Je le dis à contre-cœur, le meilleur vecteur, c'est évidemment les réseaux sociaux, puisqu'on arrive à avoir un petit peu des échanges et des retours. Et bien sûr, ce que je privilégie, c'est les gens qui arrivent, donc quand c'est plutôt du local, où on arrive à passer un petit peu de temps ensemble. Ce que je préfère, c'est ça, évidemment. Hein, si je peux passer un quart d'heure, 20 minutes avec quelqu'un qui a lu et qui me dise son avis déjà, et puis l'intérêt qu'il y a apporté. Et généralement, on arrive rapidement au questionnement que ça a apporté chez la personne. Et c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est jouissif dans le fait de publier et d'être lu. Pas dans le fait d'écrire, puisque le fait d'écrire, c'est le fait d'écrire qui est agréable. Mais le fait d'être lu, c'est le retour et l'échange que l'on peut avoir. L'échange verbal, pour moi, c'est quand même le meilleur. L'aventure, enfin, l'écriture est une vraie aventure. J'ai un auteur qui vient du monde de la musique, qui est extrêmement connu, qui tutoie les plus grands, Eddie Mitchell. Et
il a écrit son premier livre et il m'a dit, je ne pensais pas vivre quelque chose d'aussi intense. Il m'a dit, c'est jouissif, alors qu'on se dit qu'il avait déjà tout vu. Et ben non, à 55 ans, je ne sais pas quel âge il a, après mon âge, il découvre le monde de l'écriture, le rapport avec les lecteurs, et c'est juste, voilà, je pense que vous avez utilisé le mot, c'est vraiment jouissif. Vous, Mickaël, votre démarche des pissenlits, elle a créé une communauté. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens en regardant vos réseaux sociaux. Vous êtes encouragés, on vous applaudit, on vous porte un petit peu. Alors, on vous porte jusqu'à où avec l'envie d'écrire à nouveau? Donc, j'ai bien compris que vous étiez en train d'écrire quelque chose. Est-ce que vous écrivez pour retenter une aventure pareille, ou est-ce que vous vous dites, allez, est-ce que je vais passer en maison d'édition, je vais tenter autre chose? On en est où avec vous? Alors, effectivement, de ces 330 personnes qui ont lu le livre en premier et que je connaissais et que j'avais sollicité, donc bon, c'est difficile de refuser un cadeau, donc ils ont tous accepté. Mais depuis, j'ai fait énormément d'autres rencontres par ce biais-là. J'ai une proximité très importante avec beaucoup de gens. J'ai un nombre de discussions ouvertes sur Messenger, qui est un outil absolument extraordinaire, assez incroyable. Ça te garde l'historique tout simplement quand tu n'es pas très à jour de la discussion. Et donc, de cette grande proximité est née effectivement une communauté, la Team Pissenlit, ben oui, qui m'encourage parce que quand on fait des publications qui sont vues un grand nombre de fois, qui sont partagées, là, pour mon deuxième livre, j'ai fait une proposition à ma communauté de participer à une démarche de l'écriture d'un chapitre participatif. J'ai planté un décor, 25 décembre à midi, on a trop mangé comme à chaque fois. Mamie sort les albums photos. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et donc, la communauté m'a fait des propositions, m'a envoyé des tartines. Je suis universitaire, donc voilà, j'ai mis tout ça dans un document, mes codes couleurs, et je me suis servi de ce matériau-là pour écrire le chapitre participatif qui sera, si je vais au bout de ce projet, dans le prochain livre, et où je ferai référence au fait que c'est un chapitre qui a été écrit grâce aux contributions des... C'est une très, très jolie idée. J'aime bien. Et oui, voilà. Et oui, donc, si vous voulez, il y a cet aller-retour entre ma force de proposition, mes idées toujours décalées, et aussi l'interpellation des gens qui font des retours, hein, comme à Didier et comme à tous les auteurs. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, ton livre ne m'a pas plu parce que... Mais les gens formulent toujours des critiques de façon constructive, bienveillante, et en se projetant presque à ma place dans l'écriture du prochain. Donc, pour moi qui suis un jeune écrivain, c'est complètement riche. Je mets tout ça dans la marmite, de l'eau à hauteur, à feu doux. Et après, quand ça vient, toujours pareil, depuis un an, je n'avais rien écrit. Par contre, j'avais beaucoup observé. J'avais une note au kilomètre que j'ai triée à Noël. Et début janvier, je me suis retrouvé seul à la maison. Et il y a un chapitre qui m'est venu, un deuxième, un troisième. Et là, sans rien dévoiler, voilà, j'ai 11 chapitres qui me plaisent quand je les relis. Donc, on est en mouvement vers quelque chose. Nous attendons ce prochain ouvrage, roman. Voilà, on va suivre tout ça. Et pour répondre à la fin de ta question, excuse-moi, pour le mode de diffusion du prochain livre, si je vais au bout, je pense rester dans quelque chose qui ressemblera à la démarche du pissenlit, mais comme effectivement maintenant j'ai une grande communauté de personnes qui me suivent, l'idée sera peut-être de faire un appel à participation et de dire, voilà, je vais sortir mon prochain livre dans 2 mois. Je cherche 330 personnes qui aimeraient s'investir à côté de moi dans la diffusion de ce livre-là. Et donc, faire un appel à candidature pour être les prochains pissenlits. C'est à suivre. Tu vois tout ça. Didier, vous êtes un militant dans l'écriture. Alors, hier, le revenu universel, qui est une démarche qui est importante pour vous, votre vision de l'Europe aussi. Et puis là, dans ce premier roman, c'est quand même un message pour tous ceux qui courent après les paillettes et pour qui la réussite d'une vie se mesure à son compte en banque. C'est comme ça aussi que vous avez vu un peu Dichotomia, comme aussi une démarche militante? Pas autant que pour les livres autour de l'Europe ou du revenu universel, mais le côté humaniste du roman, bien évidemment, oui, c'est le même humanisme que je mets dans tous ces écrits-là. Moi, je suis un humaniste tout au fond de moi. Mon maître à penser, c'est La Fontaine. Donc, voilà. Mais oui, je pense qu'on ne peut pas se défaire de ce que l'on est quand on écrit. Et évidemment, il y a un côté militantisme de dire nous ne sommes pas sur les choses essentielles, l'argent doit être quelque chose de gratuit parce que c'est un outil pour vivre et ce n'est pas un but dans la vie. Voilà, en gros,
Pour faire très court, c'est ça. Pas très résumé dans ma pensée. Alors, justement, est-ce que tous les deux, c'est une question qui s'adresse à tous les deux, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes générations changent un peu, qu'elles intègrent plus que nous, on l'a fait dans notre jeunesse en tout cas, alors peut-être pas vous Didier, si vous avez toujours été sur cette même lignée, mais qui intègrent plus la hiérarchisation des priorités, ce qui est important, ce qui est moins important. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut avoir confiance dans la jeunesse plus que celle que nous, on a vécue? Didier? C'est moi qui réponds. Moi, je ne suis pas très optimiste de ce côté-là, ouais. par expérience. Moi, j'ai 55 ans, donc j'ai des enfants qui commencent à être grands, des neveux, des nièces, etc. Et je me rends compte qu'il y a une tranche d'âge où il y a vraiment des priorités qui sont autres que l'argent et autres que le confort, etc. Et il y a vraiment une bascule. Ah oui. Entre 22 et 25 ans, quand on commence à avoir un conjoint, qu'on se dit faut que je trouve un endroit pour vivre, faut que je vais avoir un enfant, etc. Et là, il y a une vraie bascule vers le matériel, quoi. Je veux dire, voilà, il y a une vraie bascule à ce moment-là. Je crois qu'il y a une inconscience et une innocence à l'enfance, l'adolescence. Il y a un rejet du matériel on va dire, de 16 à 20, 21, 22 ans. Et après, on retombe dedans, mais vraiment, vraiment, vraiment dur. Donc, je ne suis pas super optimiste avec les générations futures sur ce thème-là. Mais Michael, vous qui avez beaucoup travaillé avec les jeunes, effectivement, dans l'enseignement, c'est quoi votre sentiment? Vous rejoignez Didier ou vous gardez? Alors moi, je travaille avec eux juste dans la période qu'évoque Didier, avant cette entrée dans la vie professionnelle. Et dans ce contexte-là, ils sont assez bluffants, les jeunes. Ils sont assez bousculants sur les paradigmes des adultes et ils recherchent davantage de la qualité de vie et du temps que des héros derrière un cas pour leur premier poste. Après, effectivement, la société étant ce qu'elle est, elle nous oblige à rentrer dans des cases et finalement à rentrer dans une poursuite de la matérialité qu'on a décriée dans nos deux écrits. Mais peut-être que ce passage-là, c'est une expérience nécessaire pour arriver au recul qu'on porte nous aujourd'hui, Didier et moi, et que portent les gens de notre âge sur ces choses-là. Après, on peut... Des fois, je crains d'être un bourgeois qui a écrit un livre pour des bourgeois. C'est volontairement clivant ce que je dis, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir ce recul-là sur les choses et cet accès à la spiritualité quand on a le ventre plein, le frigo plein et qu'on est installé dans le sud de la France avec une piscine juste à côté? Est-ce que finalement, si je n'avais pas une vie plus difficile, j'aurais peut-être eu plus de difficultés à formaliser ça et accéder à autre chose? Les jeunes, eux, sont en chemin. Et ça, quelque part, je les envie. Hein. Souvent, je dis, je donnerais un rein pour avoir 20 ans une semaine. Mais quand je les vois avec leur incertitude, leurs doutes et le regard qu'ils portent sur nous, eh ben, je me dis que c'est bien qu'ils soient là pour nous bousculer et qu'ils aient aussi peut-être cette candeur qu'on peut peut-être leur reprocher. Mais en attendant, moi, les jeunes que je fréquente, ils sont bousculants et ils recherchent du temps, de l'hédonisme et du sens dans leurs actions. De ce point de vue-là, je suis plutôt rassuré, tout en restant très lucide sur ce qui les attend à la prochaine étape. C'est l'objet d'un de mes chapitres de mon prochain écrit. Ouais, la prochaine étape, elle va les amener à se rendre compte de ce que c'est de rentrer dans la société et d'avoir le courage ou pas de porter ses convictions pour aller contre quand c'est nécessaire, quoi. Et à contrario, je trouve que je trouve qu'autour de moi, en tout cas, je le vois, passer un certain âge, donc rentrer dans les quinquas, on va dire, que nous sommes. Je trouve que nous qui avons justement vécu les années 80, 90, du fric à gogo, etc., je trouve qu'aujourd'hui, on s'est débarrassé de pas mal de choses. Et je trouve qu'autour de moi, les cinquantenaires, ils ont envie de choses qui sont essentielles, moins envie de bling-bling, plus envie de prendre du temps pour eux, pour les autres. Et voilà, j'ai l'impression aussi que notre génération, elle a mis tout ça de côté, elle a vécu ça, c'est derrière, et qu'il y a des valeurs qui sont différentes aujourd'hui dans une autre partie de vie.
Je sais pas si… Oui, oui, mais là, on ne parle pas de la même génération. Là, on parlait des jeunes. Oui. Effectivement, Mais je pense que la démarche est différente. Les jeunes, nous, quand on était jeunes, enfin, je ne sais pas, 20 ans, on aime bien militer, c'est vrai peut-être, mais on a aussi aspiré à des choses très, très, très matérielles. Enfin, peut-être pas Didier, mais en tout cas, la plupart des gens autour Ouais. de nous. Non, non, moi, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. Je suis d'ailleurs toujours pas à 20 ans. Ça m'importait très peu. Moi, je me rappelle avoir travaillé pendant au moins 5 ou 6 ans en étant juste logé, nourri. Et voilà, parce que ce qu'on faisait, c'était génial. On faisait de la musique, on faisait un tas de choses. Et on faisait vivre un endroit malgré tout, avec tout l'aspect économique qu'il y a autour. Et la recherche, elle était plus d'expérience de vie et de création. Donc après, quand il y a les enfants, on arrive à rester dans ce système-là. Moi, j'ai réussi à tenir sans courir et sans sacrifier mes idéaux pour de l'argent. J'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent dans ma vie, mais j'y ai renoncé pour garder quand même mon idéal. Voilà. J'ai une petite question. Les tableaux derrière vous, Didier, il y a une histoire? Oui. C'est une amie à moi qui peint, s'appelle Jen Merel, qui peint, qui fait beaucoup de naïfs dans cet esprit-là. Alors celui-ci, là, je pense que c'est le village de Banon, dans les Alpes de Haute-Provence. fameux. Et celui que vous ne voyez pas trop, là, c'est un autre, mais je ne saurais pas dire lequel. Alors, on a beaucoup parlé de messages, de vision, de vie. Alors, moi, j'ai une petite question. Alors, on ne va pas parler politique, on est entre les deux tours, mais allez, une vision d'un monde meilleur. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'est-ce qui doit bouger impérativement pour vous? Alors, Didier, Mickaël, je ne sais pas lesquels vous commencez. Si on devait changer une chose dans ce monde, pourquoi se battre? On parlait des jeunes tout à l'heure. Et pour avoir le recul, moi, ça fait 40 ans que je suis à l'école. Donc, je commence à avoir du recul. On a un système éducatif qui n'enseigne pas à la prise de conscience de l'importance des émotions, du bien-être et de la maîtrise de soi. Et je trouve ça très dommage. Voilà, je trouve qu'on aurait des choses à changer dans notre modèle éducatif pour amener très tôt les enfants à prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls, que l'école c'est important et que au fond d'eux sommeillent tout plein de choses positives en fait. Voilà, l'école est quand même le reflet de la société et je pense on est dans une visée utopique, mais bon, tu nous y amènes avec ta question. Hein. Je pense un petit peu d'utopie. Ouais, je pense que repenser le système éducatif et y réintroduire une dose de compréhension des émotions pourrait faire changer les choses. On le voit dans certains systèmes éducatifs, notamment des pays scandinaves, qui ont un temps d'avance sur ces questions-là et qui, en tout cas de l'extérieur, renvoient l'image d'une société plus apaisée que la nôtre, où actuellement tout pousse à l'anxiété, au rejet de l'autre et à la peur finalement. Voilà. Donc, si on devait changer quelque chose de manière utopique, ce serait d'enseigner au contraire la joie, mais très tôt, parce que je crois foncièrement dans le poids de l'éducation. Voilà, je travaille sur le lien entre nature et culture, mais en tant qu'enseignant, je crois qu'on peut faire changer les choses. Maintenant, il faudrait que ça change au niveau systémique et pas simplement par la conviction d'un enseignant qui, dans ses cours, ce qui est mon cas, amène les étudiants à prendre conscience d'eux pour aller vers. Voilà. Voilà. Didier, une utopie, un espoir? Je n'ai que ça. Pour prolonger ce que vient de dire Mick, je crois que le système, oui, changer le système éducatif, mais ça sera un effet secondaire. Je pense qu'il faut sortir de notre système économique basé sur la notion de gagner sa vie. C'est ce que je développe dans l'essai sur le revenu universel. À partir du moment où on dit vous devez gagner votre vie, on est bloqué, on ne peut absolument plus rien faire d'autre. Et parce qu'à l'école, on va se préoccuper de comment les enfants vont gagner leur vie plus tard. Et on va complètement oublier qu'il faut qu'ils soient heureux aujourd'hui pour l'être demain. Je crois que je rejoins ce qu'a dit Mick juste avant. Donc, mon utopie à moi, évidemment, c'est l'instauration d'un revenu universel qui assurerait
les besoins vitaux et nécessaires de chacun. Ils ont été définis il y a très longtemps de ça par Épicure. Donc, se nourrir, se loger, se protéger, se cultiver, se déplacer. Voilà. À partir de là, l'activité que l'on appelle aujourd'hui travail sera non plus une activité pour survivre, mais une activité pour s'émanciper et pour développer une certaine forme de bonheur. Et effectivement, ça devrait commencer à l'école. Moi, mes enfants ont fait Montessori jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. On sent vraiment la différence chez ces adultes-là, quoi. On sent vraiment une vraie différence parce qu'il y a quelque chose qui est inscrit, qui est dans le partage, qui est dans l'entraide et qui n'est pas dans la compétition. Et à partir du moment où on dit aux gens, vous devez gagner votre vie, on les met automatiquement en compétition parce qu'il y a le verbe gagner là-dedans qui sous-entend d'être le premier, d'être le meilleur, d'être le plus fort, etc. Voilà. Donc, je pense qu'éradiquer la notion de gagner sa vie, pour moi, c'est un idéal utopiste. Alors, moi, j'aime bien, Didier, l'idée que chacun fasse ce qui lui plaît. Mais alors, on met qui dans les usines? On met qui dans les magasins? Comment on fait tourner une société si on ne fait que ce qui nous plaît, ce qui est formidable, hein? Oui, mais je vais essayer de ne pas être trop sévère, Sandrine. Mais là, vous êtes en train de dire qu'il faut qu'il y ait des pauvres pour aller bosser dans les usines. Non, mais je comprends bien le sens de la question. Mais quelle est la il y a plein de gens, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens, et j'en connais, et j'en côtoie, et qui sont très contents. Moi, je travaille dans des cuisines, j'ai plein de gens autour de moi qui sont très contents de travailler dans des cuisines. Le problème que l'on rencontre, c'est que d'abord, ils travaillent, c'est trop de temps de travail, pour pas grand-chose finalement. Et on sait que derrière, on n'est pas libre en fait de le faire par plaisir, on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Il y a plein de gens qui sont très contents d'aller fabriquer, d'aller construire, il y a plein d'artisans qui sont très contents de faire leur travail. Je ne pense pas que ça changera quelque chose au fait d'aller dans l'usine ou de ne pas aller dans l'usine. Je pense pas que ça se joue là-dessus. Je pense que les gens ils continueront à y travailler. D'ailleurs, tous les essais qui ont été faits, ça a été fait au Canada, ça s'est fait en Allemagne. Personne n'a arrêté de travailler. Il y a eu des modifications de comportement et les seuls qui ont arrêté de travailler, ce sont les mères de jeunes enfants et les jeunes adultes qui ont poursuivi leurs études. En tout cas, c'est un sujet pas passionnant qui a été défendu par un candidat en 2017 d'ailleurs. Oui, mal, mais il a été défendu. Ouais. Oui, mal. Mais en tout cas, voilà, moi, je vais lire votre livre. C'est un sujet qui m'intéresse et c'est un sujet où la réponse n'est pas évidente, donc je vais aller la chercher dans votre livre. Merci à tous les deux. On pourrait encore parler longtemps. On a parlé plus d'1 heure. Donc, je rappelle que vos livres sont disponibles aux États-Unis sur Rencontre des auteurs francophones et qui seront même dimanche au marché. Donc, Dichotomia de Didier Curel. Voilà, ça ne marche pas toujours, mais bientôt, on aura un vrai décor. Le décor de Rencontre des auteurs francophones à la Maison de la France et de la francophonie et de l'Europe, je mélange un peu tout. Et donc, Michael Delaporte, avant moi, j'étais un autre. Voilà. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est très agréable. Et puis, on vous retrouve très, très vite autre part, sur le blog, dans les émissions, dans les différents rendez-vous de la plateforme. Merci à vous.